Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Antichambre d'écho. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Mathieu Bock-Côté, sociologue, chroniqueur, auteur de nombreux ouvrages, dont le plus récent, Le pessimiste joyeux, sorti le 22 avril. Alors, Monsieur Bock-Côté, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et de prendre le temps parce que je sais que vous avez un horaire très chargé. Donc, aujourd'hui, je vous propose d'aborder la question de la liberté, qui n'est pas une mince affaire. Et puis, peut-être pour commencer, j'aimerais aborder peut-être les fondements philosophiques. On sait que vous êtes un grand intellectuel qui lit beaucoup. Alors, j'aimerais savoir comment vous définissez la liberté. Est-ce que pour vous, c'est d'abord une absence de contraintes, une maîtrise de soi, ou est-ce que ça suppose un cadre culturel, moral et politique? Les trois termes ne sont pas contradictoires. Donc, globalement, je préfère écrire le mot liberté au pluriel qu'au singulier. La liberté en tant que telle, ça veut dire quelque chose, évidemment, mais dans l'organisation politique d'une société, il s'agit de maximiser les libertés. Donc ça c'est absolument fondamental. Donc ça relève généralement de l'absence de contraintes, ça relève d'une société, d'un État, en fait, une société qui ne multiplie pas les interdits. Donc ça, je pense que c'est le point de départ, c'est assez simple. Ensuite, et cette liberté, probablement que la liberté est une aspiration universelle qui traverse toutes les sociétés humaines, mais la culture des libertés, telle qu'on la connaît, est inscrite vraiment dans l'histoire des sociétés occidentales, donc elle repose sur un arrière-fond culturel, moral, anthropologique, civilisationnel, identitaire. Et par ailleurs, pour peu que la liberté ne soit pas pure licence, pour peu qu'elle ne soit pas anarchie ou débauche, qu'en sais-je, elle implique une maîtrise de soi, donc d'être transcendé par quelque chose d'autre. Le contenu de cette transcendance peut varier. Il n'en demeure pas moins que sur le plan politique, qui est le nôtre aujourd'hui, qui doit demeurer le nôtre quand on parle de ces questions, il faut parler d'une organisation politique des libertés, dès lors liberté d'expression, liberté de conserver le fruit de son travail, liberté de se déplacer, liberté de ne pas être surveillé en toutes circonstances. Et ces questions se posent d'autant plus que l'appareil sécuritaire se déploie dans nos sociétés pour différentes raisons sanitaires, morales, culturelles, et ainsi de suite. Et les raisons sont nombreuses. Et on est dans un moment de l'histoire où la question de la liberté redevient première. On croyait, avec la fin de la guerre froide, qu'il s'agissait d'une question désormais réglée, c'est-à-dire nos sociétés seraient désormais des sociétés de liberté. On constate partout dans le monde occidental, je ne m'intéresse pas qu'à lui, mais c'est l'espace qui nous concerne. Dans le monde occidental, les libertés sont compromises comme jamais. Hmm. Et puis, si on s'intéresse aux penseurs qui ont le plus influencé votre conception de la liberté, est-ce qu'il y aurait Montesquieu, Alexis de Tocqueville ou d'autres? Il y en a plusieurs. Je dirais, en fait, vous avez raison de mentionner Tocqueville, que dis-je. On pourrait dire qu'il y a des figures comme Edmund Burke, par exemple. La figure inaugurale du conservatisme moderne. Parce que nous dit Burke et que nous diront ensuite des penseurs comme Hippolyte Taine, comme Friedrich Hayek, mais dans un autre sillon aussi, Raymond Aron, par exemple, qui nous deviennent plus libéral. Il y a cette idée que l'État qui prétend prendre en charge l'organisation de la société, parce que quel est le propre de l'État dans la modernité? C'est pas simplement l'expression classique du gouvernement, c'est-à-dire il faut à toute société humaine il faut un gouvernement. L'État prétend dans nos sociétés devenir l'organisateur rationnel le plus efficace possible de nos sociétés. Et dès lors, il considère que tout ce qu'il n'a pas touché est impur. Il doit reconstruire l'intégralité des rapports sociaux, des institutions, donc que ce soit de la famille, de la liberté d'expression, qu'est-ce qu'on doit manger dans notre assiette, et ainsi de suite. Donc on a un État qui se déploie dans tous les domaines de l'existence. Et un penseur comme Burke nous dit, par exemple, moins une société a de densité culturelle des mœurs, plus l'État va se déployer avec sa tentation de reconstruction intégrale du rapport des choses. C'est la même chose que nous disent à leur manière Taine et Hayek, qui nous disent que moins il y a de société, plus il risque d'y avoir d'État et moins il y aura de liberté à la fin. Tocqueville, par ailleurs, est l'homme qui pense avec le plus de génie, je pense, le conformisme des sociétés démocratiques, la psychologie de conformisme propre aux sociétés démocratiques, la peur terrible qu'a l'homme démocratique de ne pas être comme son voisin, la peur terrible de s'éloigner d'une forme d'esprit standardisé. Celui qui ne pense pas comme tout le monde est vu comme un élément trouble qu'il faut mater parce qu'il vient troubler le consensus social. Ensuite, il y a des penseurs plus contemporains. Moi, bon, j'ai parlé de Raymond Aron parce après 45, de 45 à 83 globalement jusqu'à sa mort, c'est lui qui va représenter, mais c'est pas le seul, la défense des libertés. On peut écrire un très bel l'essai sur les libertés, contre les idéologies totalitaires qui se déployaient, le communisme. On a un peu oublié cette période-là de l'histoire, mais c'était fondamental. Et un auteur donc, que j'aime bien, qui a participé à ma formation et je lui demeure fidèle, c'est Louis Pauwels, qui était un écrivain génial et fou, deuxième moitié du 20e, qui était le fondateur du Figaro Magazine, et qui, au début des années 80, connaît un tournant libéral et
développe une forme de libéralisme conquérant, joyeux, musclé, pas simplement contre le communisme, ça à l'époque c'est nécessaire, mais aussi contre l'amollissement engendré par l'étatisme, par la social-démocratie, par les sociétés, l'espèce de socialisme mou qui s'est installé dans nos sociétés, et on peut le relire avec grand bonheur. Donc il y a des tonnes d'auteurs, mais en dernier instant, je pense que les plus intéressants sont ceux qui pensent justement les libertés plus leur fond culturel, tout en sachant quelle est la principale menace qui pour eux. Puis ça, c'est vraiment de la tentation totalitaire qui revient toujours dans le monde moderne. Mhm. Que pensez-vous de la distinction là, qui est mise de l'avant d'ailleurs par Étienne Alexandre Beauregard là, entre la liberté négative et la liberté positive? Ben, c'est la catégorie, ben, c'est pas le seul à avoir dit ça, Mhm. d'Isaiah Berlin, c'est-à-dire c'est cette idée de base. Donc moi, je trouve, bon, d'abord, Étienne Alexandre Beauregard est un esprit absolument remarquable. J'ai pour lui beaucoup d'estime, beaucoup d'amitié aussi. C'est probablement le jeune penseur le plus intéressant de sa génération. Et lui, il fait partie de ceux qui veulent réhabiliter, appelons ça, une forme d'encadrement moral et culturel des libertés. Parce qu'il dit, sinon, une société où on offre à l'homme que liberté sans cadre moral, civilisationnel, culturel, institutionnel, est une société où la liberté sera liberté de s'autodétruire la plupart du temps. Donc il s'inquiète beaucoup de ça, je comprends cette inquiétude. C'est peut-être une différence générationnelle, mais moi qui porte, même si je n'ai pas vécu sur un pays communiste, hein, mais qui porte la mémoire du 20e siècle et qui voit rejaillir toujours la tentation totalitaire, eh bien, dans la sur le curseur des préoccupations politiques, lui s'inscrit clairement sur le signe de la restauration de la communauté. Je ne suis pas du tout étranger à ce souci, mais moi je pense que plus que jamais, justement, il nous faut quand même se méfier de ceux qui veulent notre bien à notre place. Et il n'en manque pas. Et encore, puis toujours sous des raisons très bonnes qui se présentent comme une forme de civilisation des mœurs. Dans les faits, je pense que les libertés dites négatives, c'est-à-dire la liberté globalement de faire ce qu'on veut de sa vie sans que je ne sais quel technocrate ou bureaucrate ou intellectuel ou curé d'un genre ou de l'autre décide qu'il nous surplombe l'existence en nous disant voilà ce que vous devez faire, sinon il faut vous stigmatiser. Puis en plus, quand on ajoute à ça les mutations issues de la décomposition du communisme, donc le politiquement correct, l'idéologie diversitaire, la volonté, au nom de la lutte contre les discriminations, de toujours empêcher le plus possible les interactions privées libres d'un individu qui peut bien s'associer avec qui il veut. Je pense que la question de la liberté demeure la plus fondamentale qui soit. Encore une fois, juste avec la question de l'identité. Parce que sinon, cette liberté-là, c'est pas sur Sirius, c'est pas sur Jupiter, c'est sur la planète Terre. Et dans cette Terre, la conception de la liberté qu'on est, il y a une civilisation. Et si cette civilisation disparaît ou devient étrangère chez elle, est plus capable d'imposer son propre système anthropologique, son système de mœurs, son système mental, mais la conception de la liberté qui l'accompagne va disparaître aussi. C'est peut-être un peu dans le même sens, mais il y a quand même une nuance. Est-ce qu'il y a une différence entre la tradition anglo-saxonne de la liberté et une tradition plus continentale, selon vous? Si oui, laquelle? Oui. Il y a enfin continentale française pour l'essentiel. Oui, c'est ça. On le voit sur la liberté d'expression. Moi, ça me frappe. Alors, je travaille en France depuis plusieurs années maintenant, et je dis souvent de manière un peu amusée, parce que vous savez, en France, les lois qui encadrent la liberté d'expression, il y en a des tonnes, et il y a quelque chose d'assez... Le Nord-américain ne comprend pas exactement c'est quoi cette espèce de tentation soviétique d'encadrement de la parole publique. Donc moi, je dis quelquefois, pour me moquer de mes amis français, les Français veulent tout dire, mais ne peuvent rien dire à cause de ces lois-là, alors que les Québécois peuvent tout dire, mais ne veulent rien dire. Parce que, alors, on a, ici, en matière de liberté d'expression, c'est très libre. Comparé aux lois bizarres sur la haine, comme ils appellent ça aujourd'hui, on a une vraie liberté en Amérique du Nord, mais il y a dans la culture québécoise une pulsion communautaire, une pulsion une forme d'esprit grégaire, en quelque sorte, et on a trop souvent mais c'est normal, c'est le propre d'une petite société, une société historiquement condamnée à serrer les rangs parce que sinon elle la laisse dissoudre dans un environnement extérieur qui lui était hostile. Mais on a quelquefois cette tentation de se braquer. Ensuite, pour reprendre votre question plus formellement, il y a la tradition américaine du free speech, me semble, en la matière, celle vers où on doit se tourner. C'est la philosophie qui permet de pousser le plus loin la liberté. Moi, je mettrais deux interdits. Il y a deux interdits. La diffamation et l'appel à la violence. Pour le reste, franchement, vous pouvez dire ce que vous voulez. Alors qu'en France,
on le voit, puis en Europe plus largement, au nom de la lutte contre la haine, le nombre d'interdits qui existent, puis ce qu'ils appellent la haine, c'est fascinant, c'est-à-dire si vous contestez globalement l'expression actuelle du politiquement correct, si vous expliquez que jamais un homme ne pourra accoucher, si vous constatez qu'il y a des incompatibilités entre certaines cultures, si vous constatez qu'il y a des incompatibilités entre certaines religions, si vous constatez certains phénomènes de submersion migratoire, faites la liste, eh bien, on peut vous accuser de propos haineux et là, votre vie se passe désormais sous les tribunaux. Et ça, je trouve que c'est vraiment le travers de l'Europe contemporaine qui poursuit l'histoire de l'URSS par d'autres moyens. On abordera les deux Occidents très prochainement, mais peut-être une dernière question pour ce bloc. Fernand Dumont insiste sur le fait que la culture est d'abord héritée avant d'être choisie. Si tout devient un objet là, de liberté de choix individuelle, qu'est-ce qui reste pour faire société au fond? Ben, il y a un arrière-fond, c'est-à-dire l'idée, c'est une idée très récente, l'idée par exemple que je peux changer de genre, comme ils disent aujourd'hui. Ça existait dans les marges de toute société, mais comme idée, penser ça comme une liberté, en fait, ça, c'est le danger de ce que j'appelle la liberté pensée comme auto-engendrement. Le système anthropologique qui est le nôtre, système philosophique, l'homme moderne se rêve sans père ni mère. Il rêve, autrement dit, d'apparaître sur Terre sans un monde qui le précède. Donc, il voudrait congédier l'origine, il voudrait aussi congédier la suite du monde, c'est-à-dire pourtant il doit transmettre quelque chose aux générations qui suivront. Donc il rêve de s'auto-engendrer, puis ça c'est les deux pôles de ça, c'est la volonté donc de choisir son sexe, ou même quelquefois de changer de prénom, changer de nom, donc rompre le lien familial. Et puis à la fin, on le voit avec tous les débats sur l'aide médicale à mourir, puis le suicide assisté, l'ultime liberté, c'est l'autonomie radicalisée, c'est-à-dire décider des conditions de son départ de ce monde, tout simplement en abolissant le mystère de la mort. Bon. Ajoutant à ça l'idée que l'individu contemporain, voulant s'auto-engendrer, d'une certaine manière, la question n'est pas de savoir s'il croit ou non en Dieu, la question est de savoir qu'il se prend pour Dieu aujourd'hui. Alors moi, je suis aujourd'hui, la question de la foi appartient aux uns aux autres, mais je me méfie de tous ceux qui se prennent pour Dieu. Or, l'individu contemporain a la tentation, le fantasme démiurgique de la production intégrale de son existence, et il a l'impression que tout ce qui l'engage de l'extérieur l'aliène. Et ça, c'est la condition, évidemment, probablement du plus grand malheur sur Terre, mais c'est aussi ne pas comprendre ce que veut dire l'être humain comme animal politique, comme animal religieux, comme animal social. Vous dites l'homme rêve de ça, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas là justement un rappel de dire sur la question générationnelle, est-ce que justement, c'est pas plutôt on se laisse convaincre ou enfin les jeunes, on le voit, ils ont un mal-être, une soif de sens et tout. Est-ce que c'est pas plutôt quelqu'un ou enfin que la société convainc les jeunes que c'est ça le rêve, mais dans le fond, ça ne l'est pas? Ouais, là. je pense que la modernité, entendue comme époque, entendue comme philosophie au sens large, la modernité pousse l'homme à vouloir être l'autoproducteur intégral de son existence. À s'atomiser aussi. Oui, parce qu'en dernière instance, tous les liens sont des liens qui l'engagent dans autre chose que lui-même. Donc, il y a tout à la fois une logique d'atomisation, mais aussi une logique totalitaire, c'est-à-dire la société veut se produire intégralement par elle-même, donc les traditions, c'est trop, ça nous engage avec hier. Donc, les libertés, même, c'est dangereux parce que ça limite la toute-puissance du pouvoir qui voudrait nous refonder dans la matrice de l'utopie. Il y a ça. De l'autre côté, oui, je pense que l'aspiration de l'homme ordinaire, c'est globalement d'avoir une famille, d'être capable de vivre suffisamment longtemps dans un endroit pour reconnaître les lieux, pour avoir un chez-soi qui ressemble un peu à ce que c'était quand on est né, puis qui va ressembler un peu à ce qu'on aura vécu toute notre vie au moment de mourir, une forme de monde dans lequel on se reconnaît. L'homme ordinaire a des aspirations assez simples. Et de ce point de vue, il y a une espèce d'inversion, c'est-à-dire on veut faire de la bohème d'hier la norme d'aujourd'hui. Excusez-moi. Mauvaise toux. Donc, toute société doit aménager un espace pour les marges, un espace pour la bohème, pour des gens qui ne veulent pas vivre comme tout le monde, et c'est normal. Je voudrais que ces espaces de liberté-là soient absolument essentiels parce qu'ils fécondent nos sociétés qui, sinon, sont dans la reproduction de l'identique en toutes circonstances. De l'autre côté, quand on fait de l'homme ordinaire le nouveau marginal et de la bohème la nouvelle norme, là, c'est la meilleure manière, en fait, de condamner tout le monde au malheur. Et on y est un peu aujourd'hui, c'est-à-dire un jeune homme, une jeune femme ne devrait pas avoir à se demander, je reviens souvent à cet exemple-là, vers 7, 8 ans, vers 12 ans, 13 ans, 14 ans, est-ce que je suis né dans le bon corps? Cette question ne devrait pas exister. Or, le fait est qu'aujourd'hui, on pousse chacun à se la poser. Ça, c'est véritablement un effet d'endoctrinement à l'échelle collective. Donc ça, je pense, et je dis endoctrinement parce que c'est une idéologie qui est non seulement portée par des groupes militants, passe encore, mais c'est relayé par l'État au nom, quelquefois, d'une pédagogie de l'émancipation qui pousse à la désincarnation. Donc ça, je pense que... Mais
c'est peut-être un désaccord avec Étienne Alexandre dont on avait parlé. Moi, je pense que la plupart de ces idéologies de la désincarnation, de la fausse, de l'émancipation falsifiée, leur force ne vient pas de leur libre circulation, elles n'ont pas d'effet de persuasion en elles-mêmes. Elles sont soutenues par un appareil politique, bureaucratique, étatique immense qui finance le déploiement de cette idéologie-là. Et la plupart, en fait, des idéologies déconstructrices auraient un écho bien moins grand si elles n'avaient pas l'État pour en faire... L'État ou le capitalisme à coup de Oui, réseaux sociaux, d'algorithmes et tout. oui, Là. mais à la rigueur, ça nous échappe. Mais l'État, ça, on le contrôle. Donc, Ouais. l'État, dans les circonstances, qui est quand même la plus grande machine à socialiser les individus qu'on a vu dans l'histoire. De Jouvenel, dans Du pouvoir, nous rappelait à quel point on a écrit ça dans la fin des années 40 ou début 50, la puissance de l'État moderne. 80 ans plus tard, c'est encore fou. L'État se mêle de tout. Donc, dès lors qu'il y a une forme d'idéologie, c'est l'espèce de complexe qu'il faut identifier. L'État prétend gérer au nom d'une compétence administrative et scientifique particulière. Ça, c'est le point de contact entre la technostructure et l'université. L'université, depuis longtemps, est devenue une forme d'hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Ce qui se passe dans les sciences sociales est absolument terrifiant. C'est du lysenkisme intégral. Donc, quand on voit ça, on est devant un État qui a une puissance de reconditionnement de la population à grande échelle. Le capitalisme, ensuite, on peut le critiquer. Je n'ai pas de problème de critiquer le capitalisme. Mais je note que cela dit que ces idéologies-là, lorsqu'elles sont institutionnalisées par l'État, elles sont normalisées dans les programmes scolaires, ils structurent les politiques de lutte antidiscriminatoire, on fait la liste, ça finit par une machine de socialisation, de rééducation, comme si nos sociétés devenaient des camps de rééducation à ciel ouvert. Sur votre livre, pas le plus récent, mais celui d'avant, en fait, les deux Occidents, assistent-t-on, selon vous, puis là, je comprends que ça va être de synthétiser un ouvrage quand même assez substantiel en peu de temps, mais est-ce qu'il y a une divergence, au fond, entre différentes conceptions de la liberté en Occident? Peut-on parler de deux Occidents? Et si oui, comment vous voyez l'évolution de ça? Je pense qu'objectivement, aujourd'hui, c'est le paradoxe. Je laisse de côté le phénomène Trump lui-même. C'est-à-dire Trump qui est une personne qui à lui seul mérite un champ d'études particulier. Mais globalement, la mouvance nationale conservatrice populiste qui s'est exprimée en Europe, aux États-Unis depuis le début des années 90, c'est en bonne partie une résistance contre une forme de néo-socialisme qui a pris des traits de l'idéologie diversitaire. Donc, l'homme ordinaire réclamait le droit d'être chez lui, de se reconnaître dans son environnement, de pouvoir élever sa famille comme il le souhaitait, mais tout en sachant que tout le monde allait à peu près élever sa famille de la même manière, c'est-à-dire il y avait des normes sociales, de dire ce qu'il voulait sans risquer de perdre son job parce que quelqu'un au boulot l'aurait dénoncé pour avoir tenu des propos insensibles à l'endroit de tel ou tel groupe, et ainsi de suite. Je pense qu'il y avait des aspirations assez ordinaires. Et de l'autre côté, l'idéologie progressiste post-1989, qui est une idéologie qui mélange une forme d'utopie babélienne, donc une idéologie mondialiste, diversitaire aussi, la célébration de tout ce qui n'est pas l'Occident, finalement. Tout ça, ça a créé un environnement qui a détruit tous les repères, toutes les normes, toute forme d'encadrement social, identitaire, existentiel, moral, anthropologique, qui permettait à l'individu de circuler librement dans des sociétés à peu près civilisées et construites. Et là, qu'est-ce qu'on voit à travers cela? On voit d'un côté, c'est le paradoxe aujourd'hui, ce que j'appelle l'extrême centre. Donc, globalement, les forces qui parlent le langage de l'état de droit, de la raison et tout ça, sont très, très, très autoritaires aujourd'hui, se méfient des mouvements dits populistes, qui, eux, paradoxalement, se portent souvent à la défense d'une conception de la démocratie libérale qui était la nôtre jusqu'aux années 90. Donc, on est dans un espèce de grand retournement historique où ceux qui se défendent la démocratie libérale officiellement sont des autoritaires qui s'ignorent, et ceux qui sont accusés de populisme sont des défenseurs de la démocratie libérale d'avant-hier. Donc, on a une espèce de grand retournement bizarre. Et je pense que par ailleurs, dans le choc des deux Occidents dont je parle, il y a aussi le rapport, quoi qu'on en dise, à l'identité à la nation. C'est-à-dire, on a voulu nous imposer l'utopie diversitaire et mondialiste, et les peuples occidentaux étaient plus ou moins enthousiasmés à l'idée de devenir étrangers chez eux, minoritaires chez eux. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qu'on constate, c'est que plus une société est hétérogène sur le plan identitaire, donc ensuite, je ne parle pas des origines des uns et des autres, là, on peut toujours intégrer les gens, mais plus une société est multiculturelle, moins elle sera libre. Pourquoi? Parce que les tensions c'était évident, mais quoi qu'il en soit, on en fait des découvertes aujourd'hui. Une société multiculturelle est souvent une société multiconflictuelle. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes systèmes normatifs, moraux, culturels. On le voit dans les tensions, dans le rapport notamment dans la différence homme-femme. Le rapport homme-femme ne se vit pas de la même manière en Occident, en Inde, au Pakistan, dans le monde arabe, même dans le monde occidental, je veux dire, entre
entre la Scandinavie puis les pays méditerranéens, même à l'intérieur de la même civilisation, franchement. Bon. Mhm. Donc, le fait est qu'en provoquant une espèce de choc culturel à temps plein, mais là, dans les faits, ça devient compliqué. Donc là, il faut rééduquer les populations dans leur ensemble. On va imposer les bonnes valeurs aux uns aux autres. Mais ça, c'est l'État, encore une fois, qui se permet de rééduquer la population. Donc on fait venir des populations qui, culturellement, sont plutôt réfractaires à nos systèmes de valeurs, de normes. Puis ensuite, on dit qu'on va les rééduquer. Mais pour cette rééducation-là, si je peux me permettre, c'est un vrai... C'est pas la fonction de l'État première. De la même manière, les sociétés diversitaires sont des sociétés d'insécurité, on le constate. Je dis pas que c'est la faute. Je constate que nos sociétés aujourd'hui, plus elles se convertissent à la logique diversitaire et moins elles sont sécuritaires. Bon, mais qu'est-ce qu'on a devant ça? Eh bien, on a la volonté de la vidéosurveillance partout, on a la reconnaissance faciale un peu partout, on a donc là une société de plus en plus de surveillance généralisée. Donc, on a détruit les bases de la cohésion sociale, culturelle, identitaire, qui faisait en sorte qu'on avait un contexte anthropologique et culturel favorable à la liberté, ou aux libertés. Mais pour restaurer la sécurité manquante, donc là, on a un appareil d'État qui, encore une fois, se déploie, qui veut tout surveiller, tout encadrer. Puis parce que, par ailleurs, j'y reviens, les communautés n'ont pas nécessairement le même sens du sacré. Mais là, le mont sacré n'est peut-être pas le vôtre, puis c'est certainement pas celui de ceux qui s'indignent en regardant Charlie Hebdo. Mais qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Ben, on va commencer à multiplier les interdits pour que, finalement, on va intégrer juridiquement de plus en plus le blasphème des uns et des autres. Donc, pour que la question de l'islamisme ici est absolument centrale, c'est-à-dire les islamistes sont particulièrement chatouilleux dans la représentation de la religion. Bon, et bien là, pour ne pas les heurter, on va intérioriser nous-mêmes de nouveaux interdits, de nouvelles normes morales pour ne pas risquer de les heurter. Mais là, il y a un autre groupe qui arrive avec lui ses propres interdits, puis un autre groupe qui a ses propres interdits. Puis à la fin, on doit multiplier les systèmes d'interdiction pour ne pas heurter les communautés les unes les autres, qui sont toujours portées par ailleurs par leurs éléments les plus radicaux fanatiques. Donc, c'est pas de réussite. Mm-hmm. Merci pour ça, c'est un bon résumé. Sur les tensions contemporaines autour de la liberté, on y a touché un peu, mais quelles sont selon vous les principales menaces là, qui pèsent sur la liberté dans les sociétés occidentales? La liberté d'expression, d'abord, elle est menacée partout. Elle est menacée à la fois par le fanatisme des uns et des autres qui réduisent toute forme de désaccord à un scandale moral. Vous êtes contre l'immigration massive, vous êtes un raciste. Vous êtes contre, je sais pas, l'idée que les hommes puissent un jour accoucher, vous êtes un transphobe. Puis une fois que vous avez ces étiquettes-là donnent un permis de tabasser, si c'est pas numériquement, même quelquefois physiquement. Le sort de Charlie Kirk, on devrait le garder à l'esprit. Donc, liberté d'expression. Liberté sur le plan juridique aussi. Les lois, on en a aussi au Canada, en passant beaucoup moins, mais qui se développent contre la haine, ou aujourd'hui contre ce qu'ils appellent la désinformation. C'est encore pire, parce que on nomme désinformation toute mise en récit de l'actualité qui n'est pas conforme à l'idéologie officielle. Donc ça devient assez inquiétant aussi. Ensuite, les différentes lois, on en a un peu parlé, qui prétendent lutter contre les discriminations, mais qui, dans les faits, créent des compartiments de nos sociétés sur le mode ethnico, religieux, culturel, sexuel, tout le temps. Ça crée un vrai problème. J'ajouterais, mais là, c'est peut-être parce que c'est la période des impôts, à un moment donné, la confiscation, le braquage fiscal que nous subissons est un vrai problème en termes de liberté. Je sais que ça paraît toujours un peu bas de gamme, un peu bas de plafond de parler d'argent, mais à un moment donné, on travaille comme des fous, et puis à la fin, l'État récupère la plus grande part pour redistribuer selon des exigences idéologiques qu'il nommera de manière pudique solidarité et justice sociale. On se calme. À un moment donné, je considère que le braquage fiscal que nous connaissons aujourd'hui, c'est un régime de rapt généralisé du travail, c'est un pillage institutionnalisé. Donc, il y a une formule qui m'a toujours amusé, c'est qui paie ses impôts vole sa famille. Et de ce point de vue, je pense que la question du braquage fiscal est une question très concrète en matière de liberté aujourd'hui. Mm-hmm. Est-ce qu'on assiste aussi à une surenchère réglementaire à différents paliers de gouvernement? Ah, bien sûr. Non, mais le fait est que quand les mœurs s'effondrent, l'État veut absence de mœurs, absence de culture égale règles et normes gouvernementales en permanence. Et normes qui prétendent relever de l'expertise. Or, le fait est qu'il y a une idéologisation de cette expertise. On le voit avec la question environnementale. Tout le monde a envie de vivre, je précise, dans un monde le moins carboné possible. Faites la liste de ce qu'on souhaiterait, avec raison. Mais ce qu'on constate, c'est que pour certains, ça masque une idéologie de décroissance que l'on voit. Mais de la même manière, dans les rapports humains, les rapports d'amitié, je vais vous donner un exemple. Moi, tout ce qui touche ce qu'on appelle le harcèlement psychologique au travail. Évidemment qu'il faut pas harceler psychologiquement les gens au travail. Ça va de soi.
Mais si on met sous le signe du harcèlement psychologique au travail toute forme de coup de colère, coup de, vous savez, le moment de « y en a marre, mais fais ton job comme du monde », cette légitime colère qui peut s'exprimer dans des rapports humains quelquefois, et que tout de suite, il y a une norme au règlement qui apparaît pour être capable d'encadrer les rapports des uns des autres pour enfin étouffer la vitalité, étouffer quelquefois la colère, étouffer les désaccords pleinement exprimés. Ou juste l'exigence. Aussi, oui, parce que là, l'exigence, c'est vu comme une forme de contrainte tyrannique appliquée quelquefois aux paresseux. C'est toxique, oui. Donc, ce terme-là, toxique. Donc, non, je pense que oui, on le voit. Et le fait est que ça ne va pas s'améliorer parce qu'il y a une demande, non pas des individus, mais des différentes organisations, des groupes organisés qui demandent toujours plus de normes en fonction de leur idéologie du moment. Puis à un moment donné, on vit dans un environnement surréglementé, permanent, mais absolument étouffant. Absolument étouffant. Et qui ne fait plus confiance par rapport au simple bon sens des uns des autres. Je vais vous donner un exemple. En France, il y a une organisation, un machin de transition énergétique payé à même l'État. Je ne me rappelle pas, je pense que c'est l'ADEME. Je me trompe peut-être de nom d'organisation, qui fait une liste des choses qu'on doit faire pour sauver la planète. Puis là, ils nous disent, par exemple, à quel rythme on doit laver nos jeans, à quel rythme on doit laver nos caleçons, à quel rythme on doit... Premièrement, il faut virer tous ces gens-là. Il faut fermer cette organisation-là. Il faut interdire à jamais à quiconque est en position d'autorité de me dire à quel rythme laver mes caleçons. Il y a quand même quelque chose là-dedans. Donc, c'est une intrusion dans l'intime qui est absolument délirante. Mais encore une fois, il y a cette idée qu'il faut surnormer, sans quoi le commun des mortels serait désemparé. Et puis là, je m'avance un peu, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu paradoxal dans le sens où c'est pas l'État nécessairement qui impose ça de lui-même. Parfois, il y a aussi une demande de la société, des gens eux-mêmes. La société, c'est un terme un peu vaste ici. Oui. Les gens aussi. C'est une demande de différents groupes, souvent subventionnés, pilotés par des organisations militantes. Donc, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de demandes de la société si ces demandes ne venaient pas de groupes, comme je dis, subventionnés, portés, militants, qui sont en train dont l'existence institutionnelle dépend du financement public. Donc ça, je pense que c'est un vrai problème. Ensuite, je ne dis pas que la société dans son ensemble réclame probablement quelquefois des questions qui émergent, qui exigent un encadrement nouveau. Mais globalement, la demande d'une nouvelle loi pour ci, une nouvelle loi pour ça, un règlement pour ci, un règlement pour ça, je pense qu'il faut avoir une étude plus fine des revendications des uns des autres pour voir quel est le complexe administratif aux militants qui produit de telles revendications. Je me suis peut-être mal exprimée. Je vais te donner un exemple. Par exemple, pendant la COVID, on sentait que les gens, puis c'est peut-être parce qu'on a érigé en valeur absolue la sécurité, la santé, il y avait une demande certaine, ou en tout cas, on peut constater que le gouvernement répondait. Plus il mettait des mesures, plus sa popularité augmentait. Puis c'est peut-être propre au Québec, là, mais... Non, il y en avait... Alors, moi, oui et non. C'est-à-dire, je me rappelle, il y avait les conférences de presse de Legault à ce moment-là. Et là, je pense que c'était à 11h à 13h. Je ne me rappelle pas c'était à quelle heure. Puis là, il y avait surtout une pression médiatique. C'est-à-dire... Média 1 dit pourquoi vous n'avez pas encore, je sais pas, interdit, je sais pas, la vente des citrouilles à l'Halloween. Ah, vous avez raison, on va le faire. Pourquoi vous n'avez pas interdit, je sais pas, la vente. Donc là, la question provoquée. Donc c'était moins la société qui réclamait qu'une dynamique institutionnelle, une dynamique qui, presque dans le débat démocratique, qui faisait en sorte que tout ce qui n'était pas interdit devenait inquiétant. Et la séquence COVID était un moment qui a probablement témoigné de la très grande docilité de nos sociétés. C'est le premier élément. Deuxième élément, du fait que l'État, à ce moment-là, a décrété, dès lors qu'il considère qu'il y a un état d'exception, une situation exceptionnelle, il peut suspendre les libertés. Donc moi, je redoute demain le confinement climatique, je redoute demain le confinement énergétique. Je pense que la logique du confinement s'est installée avec la COVID et elle va être utilisée dans d'autres circonstances. Encore une fois, je ne dis pas que c'est je ne sais quel complot organisé par des méchantes personnes. Je sais que c'est une dynamique institutionnelle qui s'est installée. Le confinement est un recours désormais possible dans nos sociétés. Bon. Ensuite, il y a eu des moments de délire. Je me rappelle la séquence, moi, qui m'avait beaucoup amusé, la séquence du popcorn. Je ne sais pas si vous en souvenez dans les cinémas. Alors, je la rajoute parce que ça m'amuse. Quelques semaines auparavant, je le mentionne parce que c'est important, quelques semaines auparavant, j'avais été au cœur d'une polémique, d'une controverse, que François Legault avait parlé en bien de mon livre « L'Empire du politiquement correct ». L'association de libraires qui l'avait interviewé là-dessus, des gens trouvent ça scandaleux de citer le grand méchant Bock-Côté. Donc là, on censure Legault pour son truc, ça rentre dans les médias. Puis une semaine plus tard, je me retrouve à Tout le monde en parle. Puis là, on dit que Legault me lie, ainsi de suite. Bon, je raconte ça pour la raison suivante, c'est que là, mon nom et celui de Legault sont à peu près liés dans le débat public pour quelques semaines. Là, il y a le gouvernement qui rouvre les cinémas, mais qui interdit le popcorn au cinéma. Et là, Vincent Guzzo, à ce moment-là, dit, puis là, moi, elle ajoute,
je pense, de mémoire, ou dans le Journal de Montréal, j'ai dit est-ce qu'on pourrait laisser les gens manger du popcorn au cinéma. Si vous ouvrez le cinéma, laissez le popcorn. Puis là, je me rappelle le Vincent Guzzo qui s'adresse au premier ministre en disant pardon de moi, le penseur préféré du premier ministre est pour le popcorn au cinéma. Quel premier ministre écoute son penseur? Quelque chose de lunaire comme ça. Et là, ça m'amuse de m'en de le rappeler parce que donc là, il y a une querelle publique dans une société évoluée démocratique sur le popcorn au cinéma. Donc ça, on voit à quel point c'est un moment de délire. Je me souviens dans les supermarchés, les sections où on pouvait aller, les sections où on ne pouvait pas aller. Donc ça, pour moi, c'est une espèce de... C'est pas une grande répétition, comme on a dit. Moi, je crois pas à ça. Je dis seulement ça a révélé une disponibilité de nos sociétés pour une logique de confinement, et je pense que ça va se reproduire. C'est un peu connexe. Moi, c'est une question qui me préoccupe beaucoup. C'est la question de... Puis là, ça fait référence à Stephen Kelly qui nous parle de société thérapeutique, qui rappelle aussi Jonathan Haidt qui nous dit que, bon, on est trop obsédé par la sécurité dans le monde réel jusqu'à l'absence de risque ou viser le risque zéro pour les enfants, ce qui nuit à leur développement, mais qu'en parallèle, on laisse faire à peu près n'importe quoi dans le monde numérique. Et je vous ai entendu peut-être en tout cas, vous me corrigerez si jamais c'est pas dans le sens de ce que vous avez dit, mais vous méfiez que ça soit une porte d'entrée, si on veut, le prétexte de la protection des jeunes en ligne, que ce soit pour la pornographie aussi, qui est un sujet qui me préoccupe également, dans le sens où quand on côtoie des jeunes, on voit, on peut pas s'empêcher de noter qu'il y a des impacts là, sur la sociabilité des jeunes et tout, et qu'il y a des effets délétères de tout ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont préoccupés, qui voudraient qu'on encadre davantage. Mais en même temps, est-ce que effectivement, c'est peut-être pas une porte d'entrée pour brimer des libertés, restreindre les libertés? Premièrement, rien n'interdit aux parents d'encadrer leurs enfants. Non, tout à fait, mais c'est un problème d'action collective. Oui, c'est d'abord un problème d'organiser sa maison. Deuxièmement, moi, je pense qu'à un moment donné, parce que je l'ai vu en France, on nous propose un débat, on commence là, sur l'encadrement de la pornographie, là, les différents sites. Et dans le même temps, on nous dit qu'il faut encadrer les propos haineux sur Internet et tout ça. Donc là, moi, j'ai un instant. Moi, la pornographie, là, OK, d'accord, je comprends. L'idée, ce serait qu'il n'y en ait pas, mais il y en a. Vous utilisez la pornographie, et plus largement la protection de l'enfance, qui est le thème moral par excellence, pour justifier 15 secondes plus tard les propos haineux de ci, de ça. Donc, je vois très bien, je sais quand on décide de m'imposer une disposition liberticide sous prétexte moral noble. Et c'est ce qui s'est passé là-dedans en France, on l'a vu, c'est ce qui va se passer encore plus. Donc, par exemple, l'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs. Très bien, mais en échange de ça, il va falloir, tout le monde avoir le début d'une forme d'identité numérique universelle pour distinguer qui est mineur et qui ne l'est pas. Alors ça, quand on aura toute une forme d'identité numérique universelle, ça se développe avec l'Union européenne. Quand le régime, au sens large, considère que tel individu devient toxique, on va pouvoir le débrancher numériquement. Puis aujourd'hui, l'inexistence numérique est une forme de mise au banc social absolument exceptionnelle. C'est une forme de logique de crédit social à la chinoise. Donc, voyant tout cela, moi, je dis, je préfère une société on y revient, avec des abus de liberté, avec la responsabilité des uns des autres de prendre en charge, d'encadrer leur vie pour ne pas, que leur enfant de 12 ans ne regarde pas de la porno. Puis c'est pas de la porno comme un magazine, comme quand on était jeune. J'ai bien compris, on n'est pas dans Blue Nuit. Non. Bon, mais tout cela, je le vois. Mais en dernière instance, je vois surtout tout ce qu'on va vouloir interdire à partir de cette interdiction première. Donc, devant ça, je fais mon choix. Je comprends que sur cette question-là, c'est pas tout blanc, tout noir. J'entends les arguments de ceux qui voudraient un encadrement politique plus vaste du numérique, mais au final, dans nos sociétés où le régime est quand même assez répressif, les réseaux sociaux sont, je ne sais pas que ça va être comme ça éternellement, mais sont un espace d'expression d'une parole libre et dissidente qui permet de contourner le récit médiatique dominant souvent. Et de ce point de vue, je tiens à ce que nous conservions cet espace de liberté avec tous ses excès, tout en souhaitant par ailleurs que chacun s'arrange pour encadrer sa vie, pour ne pas devenir une forme d'esclave des différentes tentations numériques. Mais c'est un espace de liberté qu'on doit conserver devant un État qui, lui, veut de plus en plus encadrer veut avoir le monopole du récit médiatique légitime, veut avoir le monopole des interactions sociales légitimes. Tout ça, je m'en méfie. Oui. Après, concrètement, on fait quoi? Parce que je comprends, tu sais, je veux dire, comme parents, c'est notre responsabilité première. Par ailleurs, c'est souvent le plus bas dénominateur qui décide, les ados étant ce qu'ils sont, c'est les familles des autres, finalement, qui mettent le standard. Et puis, comment on fait pour renverser ça? Est-ce que c'est une question juste d'attendre le temps que ça va prendre pour que ça se renverse et que
par le haut, disons, les gens commencent à délaisser les réseaux sociaux puis que ça devienne une tendance sociale? Est-ce qu'on a le temps d'attendre? Ben, encore une fois, qu'on se comprenne bien, Ouais. j'essaie de mon côté, là, sans qu'aucune loi m'y oblige ou non, de passer le moins de temps possible sur Internet. Ensuite, j'en passe beaucoup trop, comme tout le monde, parce que nos vies sont connectées dans les métiers qu'on fait aujourd'hui. Mm. Mais une fois que c'est dit, rien, l'école, s'il y a une réponse possible, c'est l'école doit réhabiliter le temps de lecture papier. L'école doit, à certains égards, se détechnologiser en partie pour réhabiliter le temps de la concentration, le temps du silence, le temps de la lecture. Doit développer des équipes, je vais dire avec des banalités, mais des équipes sportives pour développer le sentiment d'appartenance à quelque chose qui ne relève pas exactement de la tablette ou du zigonnage sur son écran. La culture. Il y a 1000 choses qui existent. Mais ce qui est certain, c'est que si je vois l'État me dire il faut interdire ça au nom de, je sais pas, il faut interdire la porn version ABCZ, là, j'en sais rien. 6 mois plus tard, ils vont vouloir interdire beaucoup plus de choses sous ce prétexte-là. Donc, les connaissants, disons ça ici, je me rappelle, j'ai eu un échange avec une éphémère ministre française du numérique qui prétendait vouloir défendre les enfants. Dans le même interview, puisqu'on interviewait, c'était justement les propos scandaleux, les pensées de haine et tout ça. Là, j'ai dit, OK, mais vous deviez parler d'un sujet, vous parlez de l'autre. Puis là, elle était surprise qu'elle pensait que tout le monde devant elle était spontanément d'accord avec cette interdiction généralisée. Là, elle était surprise. Non, non, moi, je parle de la protection des enfants. Oui, mais vous venez de parler d'autre chose. Donc, moi, devant ça, je suis en matière de liberté d'expression, pas dans tout, hein, mais en matière de liberté d'expression à peu près libertarien. Je ne le suis pas dans le reste de la société, mais pour ça, les libertariens ont raison, je crois. Mais justement, peut-être vous m'ouvrez une fenêtre là, sur le libertarianisme. Est-ce que ça constitue une réponse crédible à certaines dérives auxquelles on assiste? Moi, la philosophie libertarienne m'a toujours passionné, mais de l'extérieur. Je ne suis pas libertarien ni de tempérament, ni de philosophie. Je suis d'abord et avant tout un nationaliste primaire. J'ai envie que le Québec soit un pays indépendant. Puis je crois à la notion de pays, je crois à la notion de culture collective. Je sais que l'État vient structurer l'existence collective. Je n'ai pas de problème à ce que l'État utilise ses pouvoirs quelquefois pour assurer la défense de l'identité nationale ou tout ça. Mais l'État social tel qu'il s'est construit depuis les années 20, 50, 60, puis ensuite avec sa mutation thérapeutique des années 70 et surtout 90, l'État social est une machine qui engourdit les sociétés, qui nous prive des libertés, on en parle beaucoup. Et de ce point de vue, je pense que la critique libertarienne est une critique pertinente. En matière de liberté d'expression, les libertariens ont raison, je crois. Ensuite, il faut les accompagner un temps et les abandonner ensuite lorsqu'ils rêvent d'une société. Parce que qu'est-ce que c'est le libertarianisme? Sauf dans sa tendance Rothbard et paléo-libertarienne, le libertarianisme, c'est un contractualisme radical. C'est cette idée que toute société repose sur le contrat et que toute relation non consentie est une relation illégitime. Bon. Au sens dans l'engagement dans une société. Donc théoriquement, on est tous des petits rois chez soi. Ça, c'est une négation de ce qui fait une société. Moi, je suis très aristotélicien en politique. Je pense que l'homme est un animal politique. Il appartient naturellement à la communauté politique. Donc ça, je pense que le libertarianisme oublie le fait que le politique soit une catégorie presque naturelle en quelque sorte. Et un animal social aussi. Oui, animal social, animal politique, Oui. animal religieux aussi. Oui, oui. Donc, mais ça peut être une réponse technique ou pratique pertinente à certaines des dérives de l'étatisme issu du 20e siècle. Je passerai à un autre thème. Bon, on l'a effleuré, mais la liberté d'expression, la liberté de presse. Les débats récents sur la liberté d'expression, ça occupe une place centrale là, dans l'espace public. Et selon vous, assistons à un recul de ces libertés, à une redéfinition, au contraire, à une extension de celle-ci? C'est une réduction considérable de la liberté d'expression. Donc, des lois de censure qui se multiplient en Europe, on le voit. Ensuite, une logique d'autocensure. Pour ne pas se faire censurer, on préfère s'autocensurer. Puis moi, alors ça, j'en ai parlé souvent, il y a un auteur moi, qui m'a beaucoup marqué, c'est Miloš. Czesław Miloš, son livre La pensée captive. Beaucoup d'autres choses, mais ça, pour moi, c'est un vrai chef-d'œuvre. C'est l'équivalent de 1984 d'Orwell. Et il montre qu'est-ce qui se passe quand on est dans un régime idéocratique. Donc, une idéologie officielle. Donc là, pour évoluer dans cette société, puis le problème, notre idéologie officielle, elle n'est jamais fossilisée. Elle change selon les exigences du pouvoir. Donc, quel type d'individu est promu dans un tel régime? C'est l'individu qui est capable de s'adapter aux différentes évolutions de la ligne et du pouvoir. Ça, autrement dit, c'est ce qu'on dirait en bon québécois, c'est des carpettes.
C'est des êtres infiniment flexibles qui sont capables de multiplier les serpentins pour être toujours d'accord avec le régime. C'est une psychologie de l'écrasement, finalement, de la conscience, de la liberté individuelle, pour on devient le pur sujet du régime. Deuxièmement, il y a une idéologie officielle, donc on en connaît quand même les grands tenants. Mais elle est en contradiction avec le réel très souvent. Moi, qu'est-ce que j'ai vu? Mais combien de fois j'ai vu des gens? Ça, c'est un élément, une chose qui compte presque dans mon existence personnelle, tellement j'en ai été témoin souvent, parce que je suis une figure un peu polarisante, dit-on, dans la vie publique. Le nombre de gens qui, en public, vont dire méchant, vilain, pas gentil, puis en privé, vont venir chuchoter à l'oreille, je suis absolument d'accord avec toi. Combien de fois ça m'est arrivé? Puis des gens du système médiatique, politique, des gens dont le job consisterait théoriquement à dire à peu près ce qu'ils pensent. Donc moi, j'ai toujours dit, j'accepte fondamentalement l'idée qu'en société, on ne dise pas tout ce qu'on pense. C'est normal. L'autocensure, c'est l'autre nom quelquefois de la civilisation. Si je rencontre un monsieur gros et laid, je ne vais pas lui dire qu'il est gros et laid. Il ne faut pas dire bon. Donc il faut se retenir. Ensuite, ce que je vois, c'est des gens qui publiquement vont dire une chose, en privé vont dire autre chose, et leur comportement privé vont contredire leur discours public. D'un côté, vous célébrez, je sais pas, l'école publique À dans une toutes ses vitesse. dimensions, puis dans les faits, vous mettez vos enfants dans la meilleure école privée possible. Là, je précise que moi, je ne condamne pas tout, je trouve ça normal qu'il y ait des écoles privées. Moi, tout le discours sur l'école à 3 vitesses, ça m'énerve au possible, mais bon, quoi qu'il en soit, je trouve qu'il y a en ces matières une forme de... C'est un régime, tout régime idéocratique est un régime qui pousse à une forme d'hypocrisie institutionnalisée. Et ça rend fou à terme, parce que ça nous force à vivre dans un autre monde que celui dans lequel on vit. Donc, il y a un discours public officiel, il y a une réalité, il y a ce qu'on peut dire en public, il y a ce qu'on peut dire en privé, il y a ce qu'on chuchote, il y a ce qu'on confesse, ça fait un monde de fou. Vous voyez, ben là, on a parlé de la censure, je pense que c'est couvert, mais les médias traditionnels, selon vous, jouent-ils encore pleinement leur rôle de contre-pouvoir ou tentent-ils à s'aligner là, sur certaines normes idéologiques? Puis on entend aussi beaucoup, j'ajouterais, là, des critiques qui auraient trop d'opinions dans les médias et tout. Partagez-vous ces critiques-là? Si je peux me permettre, dans les médias, moi j'entends toujours la même opinion. Hein. Je veux peut-être dire trop d'opinions par rapport au journalisme objectif. Journalisme objectif. Oui, oui. C'est peut-être toute la même opinion, mais elle prend beaucoup de place, disons. Non, mais le journalisme dit objectif. Je regarde ce qui se passe sur la radio-télévision fédérale. Dans les faits, c'est souvent, c'est pas parce que ça se dit journalisme objectif qu'il n'y a pas un arrière-fond militant, un arrière-fond moral, un arrière-fond idéologique. Je vais vous donner un exemple d'une question qui m'intéresse. Ceux qui couvrent les partis nationaux populistes ou nationaux conservateurs en Europe, quand le journaliste dit l'extrême droite, la catégorie qu'il utilise est déjà une catégorie qui, en elle-même, marque une préférence idéologique ou une hostilité idéologique. Enfin, en disant, quand on dit extrême droite, on comprend par définition que c'est un terme qui dit faites attention, chien méchant. Donc, moi, je le vois souvent avec les journalistes, il faut décrypter le vocabulaire du journaliste dit objectif, au moins devant un chroniqueur, on sait ce qu'il pense, c'est son job de nous dire ce qu'il pense. Mais le journaliste pseudo-objectif, souvent, de la radio-télévision fédérale surtout, se prétend au-delà de toute subjectivité et dérive idéologique. Dans les faits, c'est pas le cas. Donc ça, je pense que c'est un problème. Ensuite, il y a beaucoup de chroniqueurs et de commentateurs, c'est vrai, mais puisqu'ils disent, pour la plupart, pas tous, la même chose, je sais pas, moi. Quand je vois la machine médiatique créer une polémique, puis là, tout le monde se jette sur la polémique, puis la polémique se détache du sujet réel. Prenez l'exemple de ce qui est arrivé à Paul Saint-Pierre Plamondon il y a quelques semaines. Je ne sais pas qu'on va diffuser, mais je sais pas, c'était, je pense, au mois de mars ou au mois de février. Au mois de mars. PSPP fait un discours d'éloge de François Legault qui quitte ses fonctions. Un beau discours senti. Pas une espèce d'éloge générique chat GPT comme le font les autres chefs. Un discours qui globalement est un discours qui incarne quelque chose. Puis dedans, il pose la question à Legault. Il dit, pensez-vous que vous avez réussi votre coup en matière d'autonomisme? Puis là, par exemple, ça crée un scandale. Et là, la machine médiatique produit un scandale. Et tout se positionne par rapport au scandale qui vient s'ajouter à un scandale antérieur qu'on a décidé de présenter PSPP comme un chef soupe au lait et colérique. Donc là, on a fabriqué un truc qui est juste déconnecté complètement du réel, mais le double médiatique devient plus réel que la réalité, parce que tout le monde est persuadé que ce que l'on dit, qui s'est dit, c'est vraiment passé. Alors que c'est faux. On a fabriqué du faux. Moi, ça me rend fou, ces choses-là. Donc, dans un tel moment, il n'est pas inutile qu'il y ait quelques chroniqueurs qui, pour peu qu'ils voient un peu les choses autrement, disent, voyez ce qui se passe en ce moment. Donc, dans le jeu médiatique, je pense que quelquefois, les éditorialistes et les chroniqueurs
pour peu qu'ils fassent bien leur travail, mais plusieurs le font, sont un contre-pouvoir à l'intérieur du système médiatique. Puis par ailleurs, je défends vraiment les médias privés par rapport à la radio, nonobstant le fait que j'y travaille, par rapport à la radio-télévision fédérale, parce que je vois partout dans le monde occidental les médias publics, comment ils fonctionnent, puis ce sont quand même, ils ont des orientations idéologiques très marquées. Prenez France Inter en France, France Culture, la 2, la BBC, la RTBF en Belgique, l'équivalent, l'RTS en Suisse romande. Les médias publics sont des médias militants de gauche, globalement. Disons ça ici, progressistes à tout le moins. Donc, il est bien qu'il y ait des espaces, dans l'espace public traditionnel, où on puisse penser un peu autrement. Mais où les budgets ne découlent pas directement de l'État non plus. Là. Oui, c'est ce qui n'est pas mauvais, franchement. Oui. Encore une fois, c'est c'est ceux qui pensent que les médias publics ne sont pas par définition favorables à une forme de collectivisme se trompent. Leur existence dépend de leur capacité à toujours produire une demande pour plus d'eux-mêmes. Mm-hmm. Et dans tout ce contexte, comment vous voyez le rôle des plateformes numériques, des balados, des journaux, si on veut, un peu... Alors, les balados, c'est intéressant parce que ça a réinventé la chose un peu. On nous disait que la capacité d'attention des gens était limitée, ce qui n'est pas complètement faux par ailleurs. Mais là, on constate qu'ils sont capables d'écouter des interviews d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Même moi, je trouve ça un peu débile. Des fois, c'est une interview de 3 heures. Ouais. Au bout d'1 heure, on s'est parlé. Là, donc, on m'a proposé, je l'ai fait une fois ou deux, des trucs comme ça, puis on en sort exténué, épuisé. Bon. Mais ça témoigne du fait qu'il y a une demande de profondeur, il y a une demande de propos soutenus qui prennent peut-être un peu la place de la lecture. De cela, je me désole. Donc, écouter un balado est moins exigeant probablement que lire un livre. Il n'en demeure pas moins que c'est un lieu qui redécouvre un espace public sur le temps long, qui permet de réhabiliter une conversation qui ne soit pas faite de phrases courtes et de punch, et ainsi de suite. Donc, je m'en réjouis. Comme tous, j'essaie d'y participer un peu, tout en... Mon job est dans les médias traditionnels, bien sûr, heureux, mais je constate c'est rien. Puis, par ailleurs, je vois que dans la politique aujourd'hui, les leaders politiques ont intérêt à prendre au sérieux les balados parce que puisque leur parole est souvent charcutée justement par le dispositif médiatique qui fabrique quelquefois des controverses à partir de propos déformés qu'ils décident de lancer et d'en faire une polémique officielle, il est possible pour les leaders politiques de contourner un système médiatique officiel quelquefois à la dérive pour aller directement à la rencontre des électeurs à travers des balados qui réhabilitent la parole politique dans ce cas-là de mieux. Donc ça, franchement, je trouve ça très bien. Puis au niveau de la liberté d'expression du plus grand nombre, est-ce que vous voyez évidemment un avantage? On en a parlé des réseaux sociaux tout à l'heure, mais vous voyez un avantage clair? Bien sûr, mais moi je pense que dans les faits, les réseaux sociaux, bon, on en connaît tout le pire, je le vois aussi. Là. Mais c'est un lieu où c'est reconstitué au mieux le peuple, au pire la foule. C'est-à-dire, le commun des mortels a été capable de s'exprimer publiquement sans que son récit ne soit filtré par des commentateurs officiels qui distinguent quelles sont les opinions légitimes et celles qui ne le sont pas. Donc ça, je pense que c'est un lieu de réhabilitation d'une parole publique libérée, décomplexée, qui n'est pas filtrée par l'idéologie officielle. Je ne sais pas qu'il n'y a pas d'idéologie sur les réseaux. Et ça, c'est ce qui rend fou le système, parce qu'il ne tolère pas l'existence d'une autre mise en récit de l'actualité collective que celle portée par le régime et ses grandes instances de fabrication narrative. Donc ça, à ce moment-là, les réseaux sociaux sont un véritable espace de liberté. On va conclure déjà, mais on a beaucoup parlé de liberté là, dans ces dimensions plus philosophiques, dans ces tensions contemporaines. Mais j'aimerais, pour terminer, peut-être vous ramener chez nous, au Québec. Je sais que vous êtes un indépendantiste assumé. J'aimerais vous entendre sur le cas du Québec. Quelle relation les Québécois entretiennent-ils avec la liberté? Pourquoi on a l'impression que c'est parfois compliqué? Et plus fondamentalement, est-ce qu'une société peut réellement là, exercer sa liberté sans une pleine maîtrise de ses choix politiques? Non, moi, je pense que ça, c'était... Les Québécois, on est un peuple doué pour survivre, mais un peu moins pour la liberté. Depuis 250 ans, depuis la conquête anglaise, plus que 250 ans maintenant, on est toujours en train de négocier les conditions de notre existence collective. Donc, on nous accorde des droits, on gagne des droits, mais il faut toujours négocier sur l'expression de ces droits. Donc, ce qui fait qu'on est toujours entré dans une logique de rapetissement collectif. Ensuite, autant que les analyses aujourd'hui, les théories décoloniales me tapent sur les nerfs parce qu'elles sont appliquées dans un mauvais contexte, autant le fait est que les Québécois, historiquement, pour peu que ce terme veuille dire quelque chose, c'était un peuple colonisé. Un peuple qui...
ça a marqué les consciences. Un peuple qui, fondamentalement, croit que laissé à lui-même, il ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, une partie de ses élites, hein, les Trudeau ici, et compagnie, disaient globalement, laisser à eux-mêmes les Québécois, c'est la formule, là, il disait dégueulasse petit peuple de maîtres chanteurs. Et puis, le Québec laissé à lui-même serait une forme d'ethnocratie piétinant les libertés. Il y a ceux qui disent que par nous-mêmes, tous les Elvis Gratton de ce monde, la prospérité québécoise, une prospérité empruntée, laissée à nous-mêmes, on serait une forme d'État du tiers-monde en Amérique du Nord. Bon. Donc, et ça, il y a un dispositif de conditionnement mental qui est très efficace. On l'a vu il y a un an et quelques avec l'arrivée de Carney, c'est-à-dire dans une crise comme celle-là, on s'est réfugié sous le jupon fédéral, sous la protection fédérale, avec le bon maître anglais qui venait nous prendre en charge notre existence collective, en empruntant tout le vocabulaire des souverainistes québécois par ailleurs, mais par rapport aux États-Unis plutôt. Donc je pense que les Québécois ont un rapport trouble à la liberté parce qu'on les a conditionnés à l'idée qu'ils n'étaient globalement pas capables de l'avouer. Une fois que c'est dit, on entre dans une séquence historique assez particulière où on le voit un peu partout, mais je pense que si les indépendantistes prennent le pouvoir en octobre 2027, les Québécois, je le disais, sont doués pour la survie. Alors, l'indépendance du Québec est aujourd'hui une question de survie. Soit on devient indépendant maintenant, soit on ne le deviendra jamais. Si on ne le devient jamais, on va devenir d'abord des Acadiens chez nous, puis à la fin des Louisianiens. On va devenir des Cajuns. Sur un siècle, ça va être la fin du Québec français qui va survivre dans certaines régions. Il va y avoir des francophones qui vont défendre leurs droits, mais globalement, comme peuple de langue et de culture française en Amérique qui contrôle un appareil politique qui s'appelle l'État québécois, ça va être fini. Donc, parce que c'est une question de survie, je pense que le réflexe de survie peut s'activer chez les Québécois dans la séquence qui vient pour peu qu'on leur parle le bon langage, pour peu qu'on les rejoigne, ce qui implique justement de contourner quelquefois le système médiatique structuré autour de la radio-télévision fédérale. Ça implique de ne pas respecter les interdits du politiquement correct qui, quelquefois, voudrait nous interdire de nommer ce qui nous arrive. On l'a vu à Terrebonne il y a un mois dans l'élection partielle. Soudainement, on a découvert que l'immigration massive pouvait avoir un effet sur les comportements électoraux des uns des autres. Parizeau l'avait dit à sa manière, peut-être de manière un peu indélicate, le 30 octobre 1995, mais là, on constate qu'il avait raison. Bon. Et que Mélanie Joly, même. Non, Mélanie Joly parle comme Jacques Parizeau. C'est formidable. Moi, j'en veux pas Mélanie Joly, mais puisqu'elle a fait carrière en traitant, avec ces gens-là, en traitant de tous les noms des nationalistes québécois qui nommaient cette réalité. En fait, quoi qu'il en soit, je pense que le Québec, c'est ce que disait Fernand Dumont à la fin de l'analyse de la société québécoise, parle du courage et de la liberté. Je pense que c'est ce qui nous engage. C'est l'existence même de notre peuple dont il est question ici. Je crois vraiment qu'on va y parvenir. C'est ma part d'optimisme. Je pense qu'on porte en nous une aspiration quand même à la pleine existence, à nous faire être pleinement maître chez nous. Je pense que c'est surtout notre dernière chance de l'avoir. Donc, je pense qu'on va réussir notre coup, qu'on aura ce courage et la liberté, mais qui sera un prolongement par ailleurs de notre vieille quête de survivance. Monsieur Bock-Côté, merci beaucoup. Merci à vous.